Nous voilà au cœur de l'océan Atlantique. Regardez, on aperçoit au loin l'archipel des Açores. J'aime beaucoup Jules Verne. Il a écrit un magnifique roman paru en 1870 qui s'appelle 20 000 lieues sous les mers. Dans ce récit, l'auteur imagine ce qui se passe dans les grands fonds marins. Il était très au fait des avancées scientifiques de son époque, grâce notamment à la pose du premier câble téléphérique sous-marin qui a relié l'Europe à l'Amérique. Des bateaux sont partis d'Irlande pour tirer un immense câble et le déposer sur le fond de l'océan Atlantique jusqu'à Terre-Neuve, au Canada. L'expérience fut très difficile, le câble se rompit plusieurs fois et on recommença souvent. L'opération mit près de 2 ans à s'accomplir et finalement, en août 1858, la reine d'Angleterre envoya un télégramme de félicitations au président des États-Unis. Les bateaux ont découvert quelque chose de spécial en déposant ce câble ? Oui, quelque chose de tout à fait extraordinaire que personne ne pouvait imaginer. La grande dorsale médio-atlantique. C'est magnifique, cela ressemble à une immense chaîne de montagnes. C'est ce qu'on a cru dans un premier temps, mais ce sont des montagnes très différentes de celles que l'on connaissait déjà. Ce massif montagneux est énorme. Il traverse tout l'océan Atlantique du nord au sud, sur 15 000 km. Dans les années 1950, on s'est aperçu que cette dorsale était reliée à d'autres quasi identiques qui traversent l'océan Indien ou encore le Pacifique. Ce réseau de dorsales est la plus grande composante géologique de notre planète. Elle atteint 64 000 km. C'est énorme quand on sait que le tour de la Terre ne fait que 40 000 km. C'est fou qu'on ait découvert d'aussi grandes montagnes il y a seulement 70 ans. On en connaissait des parties, mais sans le savoir. Toute la dorsale médio-atlantique n'est pas sous eau, il y a quelques parties qui ont émergé, comme les îles des Açores ou l'Islande. Les dorsales sont en réalité une immense chaîne de volcans endormis. Mais à certains endroits, quelques-uns sont encore actifs, comme ici au sud des Açores. Regardez, nous sommes ici à 1700 mètres au-dessous du niveau de la mer. Au centre de la dorsale, on distingue cette petite cheminée qui fume. C'est un volcan actif, une sorte particulière de volcan, on les appelle les fumeurs noirs. En ce moment, on le voit cracher des fluides de plus de 300 degrés. Malgré cette activité, une faune riche et étonnante vit sur les parois des cheminées. On peut ainsi y voir des moules, des escargots, des crevettes aveugles et même dans d'autres régions comme dans les Galapagos, des vers à tubes qui peuvent atteindre 2 mètres de longueur. Est-ce qu'il existe des volcans sous l'eau qui rejettent de la lave ? Bien sûr. Dans le réseau des dorsales du Pacifique, il y a d'ailleurs ce qu'on appelle la ceinture de feu, tant les volcans qui la composent sont actifs. La ceinture de feu entoure quasiment tout l'océan Pacifique. Près de 70% des volcans de la planète la composent. Mais comment se fait-il que les volcans forment des chaînes ? Lorsque je suis allée en vacances en Sicile, j'ai vu l'Etna. C'est un très grand volcan, mais il est tout seul. L'Etna n'est pas si isolé dans la région. Il y a aussi, pour ne parler que des plus connus, le Vulcano ou le Stromboli, qui émergent de la mer. Pour vous expliquer cela, il faut d'abord que je vous raconte l'histoire de notre planète. Il y a 4,5 milliards d'années, la Terre ressemblait à une planète incandescente, recouverte de magma en fusion. En se refroidissant, le magma s'est transformé en roche. La Terre a alors formé une croûte. De nos jours, cette croûte fait une dizaine de kilomètres d'épaisseur lorsqu'elle est sous les océans et de 30 à 70 km lorsqu'elle est continentale. Cette croûte est comme une écorce craquelée composée de plusieurs plaques, ou si vous préférez comme un puzzle formé de grandes pièces. La seule différence avec un puzzle, c'est que ces plaques glissent sur ce qu'on appelle le manteau terrestre, qui contient encore du magma en fusion. C'est parce qu'elles sont posées sur ce manteau mouvant que les plaques de la croûte terrestre bougent, s'écartent, se cognent ou se chevauchent. Lorsque 2 croûtes continentales se cognent, elles se dressent l'une contre l'autre.
elles s'élèvent et créent des chaînes de montagnes, comme les Alpes et l'Himalaya. Ouah, mais je n'ai jamais vu une montagne s'élever. C'est parce que tout cela prend des milliers d'années. Au niveau du temps géologique, cela va très vite. Les plaques avancent de 3 à 10 cm par an. C'est ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Par contre, quand une croûte océanique rencontre une croûte continentale, la croûte océanique glisse sous la croûte continentale. On appelle cela le processus de la subduction. C'est comme si le sol des océans descendait sur un énorme tapis roulant jusque dans les profondeurs de la Terre. Arrivée dans les régions chaudes de la Terre, cette croûte océanique fond et se mélange au magma. C'est à ce moment-là aussi qu'une partie du sel est dissoute. Et les volcans alors ? Eh bien justement, on a compris il n'y a pas si longtemps que lorsque deux plaques se chevauchaient et créaient un phénomène de subduction, des volcans surgissaient. On sait à présent que 80% des volcans sont sous la mer. Ceux-ci rejettent du magma sous l'eau qui, en se refroidissant, forme une nouvelle croûte. Ainsi, le fond des océans se renouvelle perpétuellement. Oui, mais ce sont de tout petits volcans, ce ne sont pas de gros volcans comme l'Etna. Oh, il y en a de très grands. Certains sont énormes et ont produit des explosions inimaginables. Il existe un terrible volcan en Indonésie, près de l'île de Java. Son nom est le Krakatoa. Il est tellement grand qu'il sort des profondeurs de l'océan. La dernière de ces éruptions hors normes date de 1883. Elle fut si retentissante qu'on l'entendit à 5000 km à la ronde. L'éruption a projeté des cendres jusque dans la stratosphère, à plus de 27 km de hauteur. Il y eut tant de cendres projetées dans l'atmosphère que la région fut plongée dans le noir total. Cette éruption du Krakatoa dérégla durant les années suivantes la météo du monde entier. On appelle cela un hiver volcanique. 5 ans plus tard, en 1888, il neigea pour la première fois en Indonésie et on enregistra des chutes de neige records sur tous les continents du globe. Il a fait froid partout dans le monde à cause d'une éruption de volcan, mais c'est trop bizarre. Revenons-en à la subduction. Elle crée également des fosses, notamment dans le Pacifique, autour de la ceinture de feu. Ces fosses sont étroites et très profondes. Ce sont les plus grandes profondeurs océaniques de notre globe. 11 km dans la fosse des Mariannes. On va la visiter ? Oh, la fosse des Mariannes est bien trop profonde, Mohamed. Notre petit sous-marin ne pourrait pas y descendre, car la pression y est beaucoup trop forte. Pour aller si bas, il faut un bathyscaphe. C'est un engin conçu tout spécialement pour la découverte des abysses. Il ne peut que descendre ou monter. Les profondeurs des océans nous restent un mystère. C'est un milieu extrêmement hostile. N'importe qui dans ces profondeurs subirait sur chaque centimètre de son corps un poids de plus d'1 tonne. Ah d'accord, ça ne vaut pas le coup alors. Je suppose qu'aucun poisson ne peut vivre aussi profondément ? Eh bien si. Jacques Picard a vu passer dans ses phares, dans son bathyscaphe, une sorte de poisson ressemblant à une sole. Et depuis, chaque décennie, on découvre dans les abysses plusieurs animaux jusqu'alors inconnus. Et il existe une vie dans les profondeurs.